Femme paysanne, épisode 1, Oriane. Parce que l'idée, c'est que tu oublies un peu cette caméra et qu'on discute juste tous les deux. Super. Première petite question, je vais te laisser Enfin, c'est pas une question, mais je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Comme ça, tout ce que je veux. Ouais, tout ce que tu veux. Ça peut être 3 mots ou 4 pages. Ok. Donc je suis Oriane. Je suis aujourd'hui paysanne à Arnac-la-Poste en Haute-Vienne dans le Limousin. Mais ça fait 3 ans que je suis arrivée et avant, je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne et je me prédestinais à devenir styliste modéliste à Paris. Voilà. Quel est ton rapport au mot paysanne ? Quand j'ai décidé de faire cette reconversion vers la paysannerie, le mot paysan et paysanne, il était là depuis le début. Donc clairement, si on parle de la distinction entre agricultrice, exploitante, paysanne, pour moi c'était clair dès le début que c'était de la paysannerie que j'allais faire sur la ferme. Et après, le fait de parler de paysanne et pas de parler de paysan, pour moi il y a aussi quelque chose de très féministe à se revendiquer paysanne. Du coup, j'y vois des engagements agricoles, j'y vois des engagements féministes, j'y vois une résilience par rapport aux ressources en eau et en énergie. Ouais, je trouve qu'il cache plein de choses, ce mot. Et c'est ça, c'est ce que tu viens de dire là qui pour toi distingue ce mot-là de exploitante ou agricultrice ? Oui, je pense qu'il y a des choses techniques et il y a aussi peut-être une philosophie, quoi. J'ai l'impression que, d'ailleurs, avant paysan, c'était pas forcément paysanne, c'était pas forcément lié à forcément une pratique économique. C'était à partir, si je dis pas de bêtises, c'est à partir du moment où tu étais vraiment habitant de ton territoire, que tu cultivais quelque chose pour toi, tu faisais déjà de la paysannerie. Du coup, j'ai l'impression que ça vient avec un mode de vie général ou une manière de penser générale. Je pense que tu commercialises pas de la même manière quand tu fais de la paysannerie que de l'agriculture. Je pense que tu produis pas de la même manière. Enfin, tous les maillons de la chaîne, ils sont pensés un peu différemment. Et je pense que l'ancrage sur le territoire, il est vraiment très fort, quoi. Je reviens à ce que tu disais avant. Tu te prédestinais à devenir styliste modéliste. Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé cette reconversion et que tu es aujourd'hui paysanne ? Moi, j'ai choisi d'être styliste modéliste parce qu'à 15 ans, on m'a prêté une machine à coudre. Et c'était le premier objet que j'avais entre mes mains qui me permettait de construire quelque chose. Donc si ça se trouve, si on m'avait filé une perceuse, je serais devenue électricienne ou charpentière ou je ne sais pas. Mais il s'avère qu'on m'a prêté une machine à coudre et du coup très vite je me suis dit c'est ça que je veux faire, styliste modéliste. Sauf que j'avais 15 ans quand j'ai choisi ça et au milieu de mes études, au début de la vingtaine, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout. Cette réalisation, elle s'est faite en parallèle d'un éveil à l'écologie et au féminisme et le fait de réaliser que j'étais en train de travailler pour une industrie extrêmement polluante, de travailler pour des gens pour qui je n'avais pas envie de travailler, qui faisaient travailler d'autres personnes dans des conditions vraiment inhumaines. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui me parlaient plus du tout. J'avais vraiment l'impression d'être vraiment complètement au mauvais endroit. Et pour autant, je savais pas du tout ce que j'aurais bien pu faire d'autre. Et pendant mes études, un petit peu par hasard, je me suis mise à voyager seule. Et ça a vraiment fait un déclic où j'avais l'impression de comprendre, de découvrir une partie de moi-même que j'avais pas découvert avant. Et ça m'a donné envie d'explorer cette autonomie en fait que je découvrais. Et donc
Et donc, chaque année, j'essayais de faire quelque chose que j'avais jamais fait, qui me faisait un peu peur. Donc, au début, c'était juste voyager seul. Après, c'était voyager seul et faire du stop, voyager seul et faire de la randonnée. Ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait voyager sur un vélo. Donc, toutes ces petites micro-aventures, et j'avais l'impression qu'elles commençaient à me façonner en tant qu'adulte. Et quand j'étais vraiment plus du tout à ma place dans le secteur de la mode, la seule échappatoire que je voyais, c'était de prendre mon vélo et de partir longtemps, quoi. Et donc, je m'étais dit, je pars 5 mois, je fais Paris-Téhéran à vélo, parce qu'en 5 mois, j'avais vu qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à faire Paris-Téhéran à vélo. Et au retour, je me disais, les choses vont s'être éclaircies, quoi. Peut-être que j'aurais capté ce que je vais faire de ma vie. Et quand je suis arrivée à Téhéran 5 mois plus tard, j'avais pas du tout envie de rentrer. Du coup, j'ai pédalé 1 an en tout jusqu'au sud de Bangkok. Et mon voyage s'est arrêté un peu brutalement avec le Covid en mars 2020. Et le retour a été un peu difficile, mais quelques mois plus tard, c'est comme si toute la réflexion des 5 dernières années, elle s'était complètement décantée. Et je pense que je suis pas du tout partie dans ce voyage en me disant je vais devenir agricultrice ou je vais chercher à rencontrer des fermes. Mais comme je pédalais énormément dans des zones rurales, du coup j'étais dans pas mal de fermes ou où chaque famille avait en tout cas une partie vivrière. Enfin, je pense que ça a quand même dû cogiter. Et ouais, au retour à Paris, je me suis dit, je vais faire des plantes médicinales dans le Limousin, je vais planter des arbres. Du coup, c'est très bizarre parce qu'on dirait que ça sort un peu de nulle part, mais je pense que c'est 5 années de réflexion qui ont mis un peu des petites pièces ensemble. Et ce qui m'a fait penser que que j'étais sur la bonne voie, c'est que quand j'ai pu formuler ce projet, je me suis sentie complètement apaisée et j'avais vraiment l'impression d'être à ma place et après je me suis lancée, quoi. Et c'est cette sensation du coup d'alignement qui t'a fait te donner envie de te lancer malgré le fait que ça sorte de nulle part. Ouais, là en fait j'avais plus aucun doute, quoi. Et surtout j'avais qu'une hâte, c'était de me dire peut-être qu'un jour j'aurai cette ferme et peut-être qu'un jour je pourrais commencer à planter des arbres, et ça drivait toutes mes journées, quoi. Et alors pourquoi on en a parlé un petit peu, mais pourquoi le Limousin? Ouais, et ça c'est pareil, on dirait encore un truc qui sort de nulle part. Je pense qu'il y a un mix de plein de choses. C'est quand même une région où ça reste relativement possible de trouver une ferme quand on est une rurale avec un petit budget. Il y a encore des fermes à acheter, les terres sont moins chères que dans d'autres régions, il y a peut-être un peu moins de pression. Et je pense que j'avais dû mettre un jour, avant même d'avoir l'idée de devenir agricultrice, je me disais que j'allais certainement pas passer ma vie à Paris, et donc j'avais dû mettre hypothétiquement un budget sur le Bon Coin, et le Limousin était pas mal ressorti. Donc déjà j'avais eu cette info-là, quoi, que dans le Limousin il y a des choses qui peut-être potentiellement j'aurais pu me trouver une petite maison là-bas. Après j'y avais jamais mis les pieds, mais j'avais quand même en tête une région avec pas mal de forêts, avec beaucoup d'eau, avec une région assez peu peuplée. Et ça, j'ai l'impression que ça me correspond assez bien en termes de climat et de territoire. Et aussi, comme je commençais à m'intéresser à l'écologie, je pense que je rencontrais des personnes qui s'y intéressaient aussi. Et donc, je pense que petit à petit, je devais avoir vent de telle et telle personne qui s'était intéressée dans le Limousin. Enfin, cette région, elle revenait en fait dans mes conversations régulièrement. Ça m'appelait un peu. Mais pour autant, voilà, j'avais jamais mis les pieds, mais je fantasmais très fort sur le Limousin. Et c'est à l'été 2020 où j'ai traversé le Limousin à vélo avec ma sœur d'Angoulême jusqu'en Auvergne. Donc, on a traversé le sud de la Haute-Vienne et le nord de la Corrèze. Et là, c'était une triple confirmation de ce que j'imaginais, quoi. Je me sentais hyper bien là où j'étais. J'ai regardé toutes les fermes, j'avais trop envie de me projeter, de me dire ça pourrait être une petite parcelle pour moi, je pourrais rénover ce petit bâtiment. Enfin, ouais, c'était... Et puis aussi, moi j'avais d'attache à aucune région.
Donc si tu t'attaches nulle part, c'est trop long. Enfin, moi, ça me fait trop peur de me dire je vais chercher une ferme partout en France. Donc le fait de me concentrer sur le Limousin, ça recentre aussi le projet. Ça facilite, enfin, en tout cas moi, ça m'a facilité les démarches et l'esprit de me dire c'est là où je veux aller, quoi. Trop bien. Et du coup, une fois que tu as eu le déclic nature du projet et lieu du projet, qu'est-ce qui s'est passé, notamment en termes de formation et tout? Enfin, comment, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, quoi? Ouais. Et la première chose que j'ai faite, c'est retourner bosser dans mon ancien travail, donc celui juste avant, entre la mode et le vélo. Donc c'est un commerce de fruits et légumes locaux à Paris. Je suis retournée là-bas parce que je savais que ça allait me permettre, sans avoir un très bon salaire, mais ça allait me permettre de mettre des sous de côté avec un travail relativement posé, avec des gens chouettes. Et l'objectif, c'était vraiment de financer la ferme. Comme j'étais salariée, pendant mes congés, je partais en formation et en woofing. Donc la première formation que j'ai faite, à la base, le projet, c'était plantes médicinales d'un côté et planter des arbres de l'autre. Donc la première formation que j'ai faite, c'était production et transformation des plantes médicinales. C'était dans 2 fermes en Corrèze. Et ensuite, j'ai enchaîné par une semaine de woofing chez un producteur de fleurs comestibles. Et après, j'ai fait ça à toutes mes vacances, quoi. Je me formais sur les plantes médicinales, les jardins-forêts, l'agroforesterie, etc. Ok. Donc à chaque fois, c'est des formations que tu trouvais toi-même. C'est pas des trucs nécessairement diplômants et tout? Non, au début, c'était que des formations non diplômantes. Parce qu'après, j'ai fait un BPREA qui est ma formation diplômante. Mais par contre, en termes de richesse d'information et d'enseignement, le BPREA, il est très très loin derrière toutes ces mini-formations. En fait, le fait d'aller une semaine chez des producteuristes qui connaissent leur métier, qui te montrent tout, qui partagent tout, c'est en 5 jours, tu fais un bond énorme dans tes connaissances qu'un BPREA de 9 mois. En plus, moi, je l'ai fait à distance. Les enseignements, ils étaient quand même assez loin du projet que j'avais en tête. Là, tu peux vraiment aller très spécifiquement sur quelque chose qui t'intéresse de manière très pertinente. Et donc, du coup, le côté diplômant, pas diplômant, à part après pour certaines aides agricoles, pour moi, il compte pas du tout, quoi. L'idée, c'est où est-ce que tu vas, chez qui tu vas te former, avec quoi tu repars, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que moi, spontanément, avant de t'avoir rencontré, j'aurais pensé que tu avais eu quasi l'obligation de faire une formation diplômante et tout. Et BPREA, c'est genre gestion... Alors, ça veut dire BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Donc c'est une formation assez large. Tu as un tronc commun. Donc moi, le tronc commun le plus proche de mon projet, c'était maraîchage bio. Donc c'est quand même très loin, quoi. Je fais pas du tout du maraîchage, je suis pas du tout maraîchère. Et après, c'est assez vaste parce que tu vois aussi la partie économique, commercialisation, marketing. Mais ouais, moi, j'ai pas adoré mon BPREA aussi parce que je pense que je l'ai fait à distance, que j'étais très occupée. Je venais d'avoir la ferme, j'avais vraiment la tête à autre chose. Je sais qu'il y a des personnes qui font des BPREA en présentiel et qui ont un super esprit de classe et parfois même qui montent des projets après. Donc ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment très bien choisir son centre de formation parce qu'ils ne délivrent pas du tout tous le même enseignement. Ouais. Trop bien. Mais sinon, tu n'as pas d'obligation. Tu peux devenir agricultrice sans aucun diplôme. C'est juste qu'il y a certaines aides que tu ne pourras pas demander ou peut-être ça va un petit peu plus être difficile d'accéder au foncier ou de passer par une banque si tu dois passer par une banque. Donc c'est facilitant de passer un BPREA, mais moi je ne le recommande pas du tout, le BPREA comme unique source de formation avant de monter une ferme, quoi. Comment tu décrirais ton activité actuelle? C'est quoi que tu fais? En fait, c'est pas que je fais pas de PAM, c'est que à la base, mon projet, il était donc sur les plantes aromatiques et médicinales de manière assez large, avec des formes galéniques assez différentes, qui ressemblent à pas mal de projets de paysans et paysannes qui existent déjà sur le territoire. Donc ma première idée, c'était de faire un peu de tisane, un peu de baume, un peu d'hydrolat, et à côté de planter un jardin-forêt pour le plaisir de planter un jardin-forêt, peut-être plus tard pour une production de fruits, pour diversifier les productions sur la ferme. Et pendant longtemps, j'avais vraiment ces 2 parties de projet, plantes médicinales d'un côté, agroforesterie de l'autre.
Et quand je suis allée me former sur les forêts-jardins chez Fabrice Desjours, il m'a questionné sur la potentialité d'un jardin-forêt médicinal. C'était la première fois que dans ma tête, je pouvais rassembler les deux et en effet, c'était plutôt intéressant. Et j'ai découvert la gémothérapie chez Mélie Lotus en Corrèze sur la formation production-transformation des plantes médicinales. La gémothérapie, donc c'est une partie des... Enfin, je pense qu'on peut les classer dans les PAM, mais ça vient travailler seulement avec les bourgeons et les jeunes pousses, et donc seulement avec des arbres et des arbustes. Et tout d'un coup, ça fait le lien entre mon envie de planter des arbres et mon envie de travailler sur le côté un peu plante médicinale. Donc ça n'a pas connecté tout de suite, mais maintenant c'est vraiment une évidence. Et le fait de m'être spécialisée dans la gémothérapie, moi je suis trop heureuse d'avoir fait ce choix parce que c'est un sujet qui me passionne. Comme je ne produis que ça me permet d'aller très en profondeur là-dedans et de vraiment faire une transformation par laquelle je suis vraiment passionnée. Donc voilà. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment on en arrive à un petit flacon de macérat de bourgeons? Ouais. Alors, si on cueille en sauvage ou sur des arbres qui ont déjà été plantés il y a longtemps, les bourgeons, ils arrivent sur l'arbre à la fin de l'été à peu près. Pendant tout l'été, ils sont en dormance sur l'arbre et à la sortie de l'hiver, ils vont se mettre à gonfler. Le stade de récolte en gémothérapie, il est très très précis, donc c'est vraiment le bourgeon qui gonfle le plus possible et qui commence à peine à exploser et là tu le prends quoi. Donc si c'est trop ouvert, c'est trop tard, si c'est trop fermé, c'est trop tôt. Il y a vraiment un stade sur certains arbres, ça peut se jouer en une nuit, tu vois. Le chêne, en une nuit, il peut ouvrir la moitié de ses bourgeons, c'est assez impressionnant. Donc tu as beaucoup d'observations, d'identification botanique à faire. Ensuite, avant de partir en cueillette, tu prépares un solvant qui est composé alors à l'origine d'eau, d'alcool et de glycérine. Moi, j'ai fait le choix de remplacer la glycérine par le miel. C'est un choix qui avait été expérimenté depuis de nombreuses années par déjà d'autres paysans et paysannes dans un souci de choisir des ingrédients qui étaient moins industrialisés, qu'on pouvait sourcer plus localement, voire produire sur la ferme. Donc eau, alcool et miel. Je prépare mon solvant et après je pars en cueillette avec mon solvant dans mon bocal et le bourgeon il passe vraiment de l'arbre au solvant. Et ensuite, tu les laisses macérer pendant 3 semaines à 40 jours. Tous les jours, tu viens dynamiser ton bocal. Donc dynamiser, c'est lui inculquer un mouvement 8. Ça permet de faire en sorte que l'extraction elle se fasse bien en continu pendant toute la période de macération. Et après, tu filtres avec une presse manuelle à vis et tu mets dans les flacons et voilà. Et ton macérat, il est prêt. Et ensuite, ça se prend en cure. Donc c'est une quinzaine de gouttes sous la langue ou dans un verre d'eau pendant 3 semaines. Et chaque bourgeon a sa sphère d'action. Donc il y en a qui vont travailler sur la sphère nerveuse, stress, sommeil, d'autres sur la sphère hormonale, avec par exemple les désordres autour des règles, de la ménopause. Tu vas en avoir qui vont travailler sur les inflammations allergiques, les douleurs articulaires, les troubles de la circulation. Enfin, voilà. On a parlé un peu de ces sujets-là au tout début. Tu parlais de la dimension féministe pour toi qu'il y a derrière le mot paysanne, etc. Donc ma question qui est peut-être un peu plus large, c'est est-ce que tu considères que ce que tu fais, que ta pratique est politique? C'est un grand mot, j'espère qu'elle l'est. Je sais pas, je pense qu'elle peut avoir une portée... je pense que la portée politique de mon projet, elle ne peut que grandir. Et de toute manière, je ne fais que grandir depuis que j'ai démarré ce projet. Soit moi par mes apprentissages, soit par les personnes qui viennent à la ferme ou qui croisent mon chemin. Ce que j'essaye et ce qui me tient vraiment à cœur de créer à la ferme, c'est un espace pour des femmes ou des minorités de genre, un espace où ces personnes pourraient venir et faire de l'électricité, apprendre à manier une meuleuse, planter des arbres, construire des ponts, faire toutes ces choses qui d'habitude sont pas forcément des endroits où des personnes sexisées peuvent faire œuvre de créativité ou d'expérimentation. Et ça, pour le coup, ça me tient vraiment à cœur, de me dire si les personnes qui viennent ici, moi, je
pourrais transmettre tout ce que j'ai compris de ce que j'ai appris depuis 3 ans. Et après, l'idée que des personnes repartent de la ferme en ayant appris de nouvelles choses, en ayant pris confiance en LE sur l'utilisation de certains outils. Ouais, ça, c'est hyper important pour moi et je pense que c'est vraiment nécessaire de créer des espaces comme ça pour pouvoir gagner en... Oups, petite goutte de sol sur le nez. Gagner en indépendance. Et ouais. Est-ce que le fait que tu sois queer a une incidence sur ta pratique et ou la façon dont tu t'envisages en tant que paysanne? Là, du coup, c'est déjà un élément de réponse, ce que tu viens de donner. Bah, déjà, il faut savoir que quand j'ai eu le projet de la ferme, c'était vraiment les prémices d'un questionnement queer pour moi. Et du coup, aujourd'hui, je peux dire que je suis une paysanne lesbienne et que j'ai trop envie de créer sur la ferme un espace safe pour les personnes queer et les personnes lesbiennes. Mais c'est vraiment une construction j'ai l'impression d'être encore aux prémices de tout ça. Je pense qu'au début, mon projet de ferme, c'était un projet de ferme féministe. Et maintenant, c'est un projet de ferme queer féministe. Mais du coup, oui, il y a forcément... Je sais pas s'il y a des grands changements, mais en tout cas, il y a des envies de plus revendiquer le fait d'être une personne queer, alors qu'avant, je pense que ça me faisait un peu peur, le fait de m'installer dans un nouveau territoire. Puis c'était un peu nouveau pour moi. Mais du coup, c'est difficile de répondre parce que j'ai l'impression que c'est encore le début de ce que ça peut être. Mais en tout cas, c'est très réjouissant et j'ai hâte de voir tout ce que ça va donner. Et depuis que je me revendique paysanne queer féministe, c'est vrai que je rencontre beaucoup plus de personnes qui sont des personnes queer et qui voudraient s'installer en milieu rural où ils sont déjà, ont des projets de paysannerie ou autres. Et c'est hyper riche d'apprentissage et d'échanges. Et ça me donne envie de continuer à fond dans cette voie-là. Et ouais. Dans une dimension plus légère, à quoi ressemble une de tes journées? C'est vraiment une réponse classique, mais aucune journée ne se ressemble. Mais si on veut, on peut un peu sectionner l'année. Bon, déjà, il y a une étape qui est présente toute l'année, c'est l'administratif. Et c'est vraiment une grosse étape, une grosse part du travail, malheureusement, du travail, même en tant que paysanne, quoi, l'administratif. Et surtout au début, surtout les premières années d'installation, ça peut... en gros, il faut quand même le savoir, quoi, quand on se lance dans ce genre de projet, et surtout quand on s'y lance seul. Parce que c'est vrai que l'administratif, plus le fait de le faire seul, c'est quand même très lourd et ça m'a beaucoup pesé, surtout au début. Donc voilà, ça c'est un peu toute l'année. Après, je dirais janvier, j'essaye de prendre des vacances. Février, je fais pas mal de greffes, donc pour multiplier des arbres sur la parcelle, et j'enseigne aussi la greffe, je fais des ateliers greffe sur la ferme. La récolte des bourgeons, elle s'étale de mi-février à, on va dire grosso modo, fin avril. Donc pendant ce temps-là, c'est difficile de faire autre chose, même si en vrai, fin février, il y a aussi les dernières plantations d'arbres. Voilà. Ensuite, mai, juin, juillet, ça va être pas mal de commercialisation. Juillet, août, donc il y a beaucoup de marchés. Moi, j'ai la nouvelle production de bourgeons qui est prête. C'est aussi un moment où il y a pas mal d'entretien du jardin-forêt, des lignes syntropiques. Et c'est aussi un moment où on peut commencer à refaire des travaux, puisque tout l'hiver, j'ai très peu le temps de faire des travaux et il y en a beaucoup sur la ferme, entre la maison d'habitation, les bâtiments agricoles, les envies d'aménagement de la ferme. Donc quand même une grosse partie de chantier. Et les chantiers qui s'étalent encore sur tout l'automne. Un peu de planification des plantations de l'hiver suivant. Et puis après, ouais, les plantations à partir de décembre. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs, mais... En gros, il n'y a pas le temps de s'ennuyer, mais ça change toute l'année et c'est cool, quoi.
quels sont les aspects que tu aimes le plus avec ta vie et ton métier de paysanne, et quels sont aussi les aspects que tu aimes le moins? J'imagine qu'il y a l'administration, mais voilà. Je pense que ce que j'aime le plus, j'adore voir pousser tout ce que j'ai planté, ou même pas forcément ce que j'ai planté, tout ce qui est arrivé tout seul, quoi. Mais ouais, regarder des arbres grandir et voir le paysage évoluer, puisque c'est vraiment un projet de reforestation de 3 hectares. Donc ça me rend tellement heureuse. J'adore aussi les cueillettes de bourgeons qui se font à vélo tout le printemps. Il y a vraiment un mois où je passe toutes mes journées à enfourcher mon vélo et à les cueillir chez des amis, dans des parcelles préservées, les bourgeons. Je trouve ça incroyable à chaque fois de me dire, en fait, là, je pars, je fais 50 bornes aujourd'hui et c'est mon métier, quoi, d'aller faire 50 km de vélo et d'aller cueillir des bourgeons toute la journée. Mais en fait, je crois que, à part l'administratif que je déteste, je pense que j'aime toutes les étapes de mon métier parce que justement, elles se succèdent dans l'année et qu'au moment où on revient à la cueillette des bourgeons, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, au moment où je me remets à faire des travaux, je me rends compte à quel point j'aime ça, j'aime bien voir comment ma force change depuis 3 ans, comment ma capacité à ne pas avoir peur des outils que j'utilise a évolué, comment j'arrive à construire des choses de plus en plus techniques, de plus en plus complexes, à avoir de plus en plus de confiance en moi. Quand ça fait 3 mois que je fais des travaux, j'en ai marre, mais quand j'y reviens après, je suis là, c'est vrai que c'était trop cool de faire ça, je me sens hyper forte. Puis le fait de le partager avec plein de femmes et de minorités de genre, ça donne encore une force encore plus grande. Pareil, les marchés, la commercialisation, c'est pas tout le temps ce que je préfère, mais parfois tu as vraiment des pépites de discussion avec des personnes ou des gens qui viennent te revoir et qui te disent en fait ça m'a trop aidé pour mes règles ou pour mes douleurs de ventre. Enfin, c'est tellement... Là tu te dis ok, je fais ça pour une bonne raison. Et donc en vrai, à part l'administratif, je crois que j'aime vraiment tout ce que je fais à la ferme. Comment tu décrirais ton rapport à la nature ou à l'écologie? En général, je parle du vivant. Mon rapport au vivant. C'est hyper vaste comme question. Je crois que quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est aussi les luttes pour la préservation de ce vivant sur le territoire où je me suis installée. Je pense que ça aurait été le cas sur n'importe quel territoire, mais c'est vrai que ça crée une proximité avec... en fait, tu vis sur un territoire et donc tu t'intéresses forcément à sa gestion, à son évolution, à sa préservation. Et ouais, du coup, je suis dans une association, une toute petite association qui rachète des parcelles de forêt pour les préserver. Et notre association a rejoint un réseau de protection de la forêt limousine qui est donc à l'échelle du Limousin et qui mène des actions de lutte contre les projets écocides dans le Limousin. Et ça, c'est vraiment une ambition de l'asso de vraiment prendre part à ce réseau. Et j'ai assez hâte de cette partie plus militante autour de la protection des forêts que maintenant, je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour que cette partie rejoigne ma vie et du coup j'aime bien que ça passe par une forme de lutte et d'entraide et de... Je sais pas, je trouve plus les mots. Ouais, de solidarité, enfin voilà, de voir que en fait on est chacune sur nos petites fermes, sur nos petits jardins, mais en fait on peut aussi se rassembler et lutter et ouais, et donc à la fois sur mes 3 pauvres petits hectares, d'essayer de tenter des formes d'agriculture et d'agroforesterie qui sont pratiquement à l'opposé des agricultures conventionnelles en France métropolitaine, mais aussi lutter, quoi. Justement, petit insert, parce que là tu parles d'agroforesterie, etc., et que ça faisait partie de ton projet
aussi. Est-ce que tu peux... Alors, ça Saint-Tropez, peut-être pas, si t'as pas envie de partir dans une explication de 6 minutes, je t'ai enregistré la dernière fois. Mais peut-être le jardin-forêt. Enfin, Ouais. Alors, le jardin-forêt, c'est une... Ah, je réfléchis par quoi je commence. En fait, je pense que la première chose, c'est un constat. Si on prend une pratique agricole conventionnelle et très répandue en France, on peut penser par exemple à une monoculture de maïs. Une monoculture de maïs, c'est partir d'un terrain et le faire introduire une culture qui sera composée uniquement de plantes annuelles, complètement monospécifiques et en 2D. Alors que si tu prends ce même terrain et que tu n'y fais rien, il va s'y installer une friche. Dans 80-90% des terrains en France, c'est ça, la succession écologique naturelle d'une prairie, c'est la friche puis la forêt. Et du coup, il va s'y passer complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va être sur un truc de complètement diversifié, qui va pousser en 3D et qui va y inclure énormément de plantes pérennes. Et donc, quand on décide de faire une parcelle de monoculture de maïs, on passe son temps à lutter contre l'évolution naturelle de cette prairie. Et autant j'aime bien lutter pour la préservation des forêts, autant j'ai pas du tout envie de lutter contre ce qui pousse sur ma parcelle. Et donc, comment moi je vois le jardin-forêt, c'est accompagner l'évolution, la succession écologique naturelle de ma prairie vers la forêt, mais en y mettant un peu mon grain de sel, soit pour y introduire des cultures vivrières, soit pour y introduire une production économique comme les bourgeons, moi pour les macérats de bourgeons, soit des supports pour créer des ateliers avec des artisans et artisanes sur le territoire, par exemple implanter différents types de saules pour proposer des ateliers vannerie. Ça peut être aussi offrir un contexte pour des événements sur la ferme à vocation pédagogique ou culturelle. Et donc concrètement, on va imiter le fonctionnement et l'évolution de la prairie vers la forêt. Donc on va beaucoup planter en strates avec, il y a 7 strates en jardin-forêt, canopée, arbres, arbustes, herbacées, couvre-sol, lianes et champignons. On va aussi réfléchir à la succession des essences dans le temps et introduire des essences qui poussent rapidement, qui sont les mêmes ou semblables ou qui ont des comportements semblables à celles qui se seraient installées naturellement sur la prairie. Intégrer des essences qui arriveront plus tard dans la succession, qui vont pousser plus lentement. Voilà. Qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui, ou un truc dont tu es particulièrement fière? Est-ce que c'est tout le projet? Est-ce que tu as un truc en tête? Eh bien, je crois que le truc dans lequel je suis la plus fière, ça reste mon voyage à vélo de Paris à Bangkok. Mais aussi parce que je pense que tout ce que j'ai appris en 1 an sur le vélo, c'est ce qui m'a donné tous les outils pour mener à bien ce projet de ferme, quoi. Donc si on parle de fierté, je parlerai des 16 000 km que j'ai fait avec mes mollets, dont je suis très fière. Quelles sont tes envies pour la suite? Aujourd'hui, la ferme des Sœurs sur le territoire, elle n'est pas du tout implantée comme ferme queer. C'est un peu plus sous-jacent, c'est un peu plus par les personnes qui cherchent à me contacter. Je pense qu'il y a vraiment une envie de sortir un peu de... On a l'impression qu'il y a très peu de personnes queer en milieu rural. En tout cas, moi qui évolue à vélo sur un périmètre du coup assez restreint, j'ai l'impression que ça manque un peu et je pense que c'est parce qu'on est un peu tous sur nos projets, sur nos fermes. Et je crois que toutes ces personnes qui viennent à la ferme, toutes ces personnes queer qui viennent à la ferme, je crois que ça me donne un peu la force et l'envie de porter plus fort cette voix-là. Donc il y a ça. Et après, je pense que
la question du collectif, elle se pose depuis le début. D'ailleurs, de toute façon, c'est une question qu'on me pose tout le temps parce que c'est tellement rare de voir une femme seule se lancer que du coup, on me pose toujours la question de mais pourquoi tu t'es pas lancée en collectif Et au début, moi, la question, elle se posait pas tant. C'est juste que j'étais tellement prête et j'avais tellement d'envie et de hargne pour me lancer que, comme à ce moment-là, j'étais seule à avoir cette envie-là, bah pour moi, c'était même pas une question, quoi. J'allais me lancer seule et puis c'était comme ça. Mais ouais, je pense que l'envie de réfléchir à rendre le projet plus collectif, ça me donne envie pour le futur, ouais. Je crois qu'on arrive à ma dernière question, qui est évidemment, quel conseil tu donnerais à une jeune femme, jeune personne sexisée pour se lancer, quoi. En général, je dis juste qu'il faut se lancer, mais en fait, évidemment que moi j'ai un point de vue situé, quoi, que ce sera pas pareil pour toutes les personnes. Je sais qu'il y a un conseil, enfin je me suis rendu compte, mais j'avais déjà le projet de ferme, mais en fait je me suis quand même rendu compte qu'en tant que femme seule, parfois on me décourageait un peu. Et au début j'avais un peu tendance à croire à ces découragements-là et à me dire, c'était toujours des hommes cis évidemment qui voulaient me décourager, et j'avais un peu tendance à les croire et à me dire non mais il a raison, quand même je peux pas faire de l'électricité, ou quand même là c'est un peu chaud toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant que ces personnes-là, elles n'avaient pas franchement plus d'expérience que moi et elles n'étaient pas franchement bien situées pour me conseiller, ou du coup mal me conseiller. Donc, se faire confiance quand même, je pense que c'est important. Et sinon, en vrai, il faut aller voir des projets Si le projet c'est de se lancer en tant que femme ou personne sexisée seule, bah aller voir des lieux où des personnes se sont lancées, parce que moi ça m'a aussi beaucoup porté de voir d'autres personnes qui se sont lancées en me disant bah si cette personne y arrive, pourquoi pas moi, quoi. Et de toute manière, je pense que je me suis aussi lancée avec pas mal de naïveté. Et je ne savais pas tout ce qui allait m'attendre. Et heureusement, parce que si j'avais su tout ce qui allait m'attendre, peut-être que j'aurais plus flippé. Et le fait d'y aller un peu au culot, je pense que ça a quand même aidé. Après, je pense que ça vient aussi avec mon tempérament, et ce ne sera pas le tempérament de tout le monde. Mais ouais, aller voir des projets similaires, partager, échanger les ressources, se donner des coups de main, quoi, s'entraider, c'est vraiment essentiel, surtout quand on se lance seul dans un projet, quoi. Merci Oriane. Et bien, merci Clémentine. Et en plus, c'est pour ça qu'au final, au centre, il y a quand même l'idée de confiance, parce que avoir confiance dans le fait que quelles que soient les merdes qui t'arrivent, soit tu auras quelqu'un pour t'aider, soit tu y arriveras. Enfin, de toute façon, tu y arriveras, quoi. Donc il y a quand même la question de confiance. J'ai l'impression que c'est pas que le cas dans un projet paysan, c'est le cas dans toute ta vie. C'est comme faire un gros voyage à vélo. Tout te dit ne le fais pas, mais en fait, c'est possible.
J'ai enregistré.